Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Éric Setton. Éric Setton, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour aux téléspectateurs. Alors, vous êtes directeur du Medical Center d'Herzliya et médecin réserviste dans l'unité 669 de l'armée de l'air. C'est à cette double casquette que j'ai envie de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous sommes le lundi 20 janvier. Les informations que nous vous donnons sont bonnes à ce jour, au lendemain de la libération des trois premiers otages de cet accord de libération. Ces trois premiers otages, Romy Gonen, Émilie Damari et Doron Steinbrecher. Alors, Eric, j'ai tout d'abord envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales modalités de cet accord de libération des otages? Alors d'abord, oui, c'est un jour très émouvant pour nous, pour tout Israël, et c'est le début d'un processus qui va durer, on espère, longtemps et va pouvoir arriver à la libération de maximum d'otages. On parle de 33 otages pour l'instant. Donc c'est basé sur plusieurs modalités. Premièrement, c'est d'abord un échange de prisonniers, un échange des otages vis-à-vis de terroristes palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes, certains non impliqués dans des actes de terrorisme, mais d'autres impliqués dans des actes de terrorisme graves. C'est la première modalité. La deuxième, c'est un cessez-le-feu temporaire, une pause un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, une pause dans les hostilités afin de permettre le transfert en sécurité des otages et un acheminement d'aide humanitaire vers Gaza. La troisième modalité, c'est une garantie des médiateurs. Les médiateurs, c'est surtout le Qatar, l'Égypte et bien sûr les États-Unis qui ont un rôle clé pour garantir la mise en œuvre de l'accord et rassurer les deux parties sur la bonne exécution. Et la dernière partie, c'est les corridors humanitaires qui permettent d'abord l'entrée d'aide humanitaire supplémentaire à Gaza et également la sortie d'une partie de la population, le retour d'une partie de la population dans le nord de Gaza. Tout ça, c'est contrôlé par un mécanisme très, très rigoureux pour garantir la mise en place que chaque partie respecte ses engagements et prévenir, bien sûr, tout acte de trahison, on pourrait dire. Ah, il y a deux points particuliers qui ont fait s'interroger beaucoup. Le premier, c'est le contrôle de l'axe de Philadelphie. Et le deuxième, c'est est-ce que l'aide humanitaire ne va rentrer que par le nord ou est-ce qu'elle pourrait rentrer également par l'Égypte et à partir de là, poser un certain nombre d'inquiétudes quant à ce qui pourrait rentrer dans la bande de Gaza? Alors, je ne sais pas exactement si, il y a la possibilité de faire une entrée d'aide humanitaire à travers l'Égypte, mais l'axe Philadelphie, ça a été négocié directement avec les Égyptiens puisque vraiment ils ont des raisons d'abord d'inquiétude et puis des raisons également, d'intérêt, de garantir cet axe. C'est en fait une bordure, une frontière qui pourrait être, heu, entre Gaza et l'Égypte directement, où Israël théoriquement, point de vue, égyptien n'a rien à voir là-dedans. Mais, nous avons réussi à garder une capacité de contrôle du couloir de Philadelphie en accord avec les Égyptiens. Et donc c'est important. Je pense que pour Israël, ça sera un enjeu important, mais pas au point de casser les relations avec l'Égypte, ce qui est beaucoup plus important que tout contrôle. Maintenant, est-ce que nous arriverons à une remise en place du Hamas sur la bande de Philadelphie? C'est là où les Égyptiens se sont engagés et j'espère qu'ils tiendront leurs engagements. Alors, on a parlé des intervenants dans ces négociations. Vous avez parlé effectivement du Qatar, des Américains et de l'Égypte. Les Américains, surtout, ont essayé de tirer le succès de ces accords de négociation. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire la part des choses entre l'influence de l'ancien, désormais président des États-Unis, Joe Biden, et du nouvel entrant, re-entrant Donald Trump? Alors je crois que oui, Biden a privilégié la pression diplomatique sur Israël, les relations avec le Qatar et l'Égypte pour faciliter les discussions. Le style de Trump et de ses envoyés est beaucoup plus coupant, beaucoup plus dur. Il met la pression non seulement sur le Qatar, mais également sur Israël. Et je crois que là, le dernier envoyé a vraiment mis la pression sur Netanyahou pour
à faire accepter un accord avant la prise de fonction du président Trump. Et je crois qu'on voit les résultats. Et je crois qu'ils sont, ça permet donc de voir qu'on rentre dans une autre dynamique avec la- l'administration Trump. Et d'un côté, beaucoup plus coupante, non seulement comme il l'a menacé également le Hamas de l'enfer s'il n'allait commençait pas à libérer les otages, il est également très dur avec ses partenaires. Alors revenons sur la libération des otages. Hier, c'était une journée particulièrement émouvante, même si beaucoup dans l'opinion publique sont partagés sur l'accord. Mais toujours est-il qu'hier, on était à l'émotion avec ces très belles images du retour en Israël de ces 3 otages. Est-ce qu'on a des informations aujourd'hui sur l'état de santé physique, psychologique des 3 otages? Alors, comme on a des informations, mais elles sont maintenant maintenues secrètes parce que on essaie de protéger l'intégrité des otages, leur intégrité physique et psychique, et également c'est en fait quelque chose qui est très discret et donc personne ne veut maintenant dévoiler. On sait euh, ils ont l'air en bonne santé en état général. Ce sont des jeunes femmes. Donc pour l'instant, on essaye de de ce qu'on a pu voir par les images et de ce qu'on a pu entendre. Mais il y a bien sûr des manques nutritionnels, des manques d'hydratation, des troubles psychologiques et d'autres choses qui sont passées. Et je pense qu'on aura plus de renseignements les semaines qui viennent. Et là, pour l'instant, il faut laisser les médecins et les équipes de soins les encadrer et redonner également aux familles leur, leur temps pour récupérer les personnes qui ont suivi pendant plus d'un an et demi une, il dit, Privation. un emprisonnement, une incarcération, un emprisonnement et avec des menaces très dures. Ce n'est pas un emprisonnement comme en prison, c'est vraiment des menaces au jour le jour, quotidiennes, avec la peur d'être assassiné tous les jours, la peur d'être tué dans des bombardements. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut maintenant remettre, leur donner le temps, leur donner la place et l'espace de récupérer. Alors, sans rentrer dans le détail pour ces 3 otages, mais j'ai envie de vous interroger sur le processus général, de soutien aux otages qui reviennent de captivité. Qu'est-ce qui est prévu pour les accompagner, physiquement, psychologiquement, en vue d'une réhabilitation dans la société? Alors d'abord, vous avez vu on a un petit peu appris des libérations précédentes. C'est-à-dire que les parents, les mères ont été très rapidement mis en contact avec les enfants. C'est très important. C'est le premier contact. On n'a pas attendu longtemps à les mettre rapidement en contact avec leurs les plus proches parents. C'est très important. La deuxième chose, on fait des bilans complets. Et les bilans sont adaptés également à la personne. Si la personne a des diabètes ou des maladies chroniques, il faut adapter le bilan médical et évaluer les carences et les pathologies de façon adaptée à la personne, à l'âge et également à la pathologie. La deuxième chose, c'est également le bilan psychologique. On met des psychologues et des psychiatres en relation avec les patients et ils évaluent leur état psychologique actuellement. Puis après, on met tout ça avec un suivi qui, pendant des semaines et des mois, pour les remettre dans le circuit familial, social et du travail. C'est très important de récupérer rapidement, de rentrer rapidement, mais au rythme dont ils ont besoin. On se rappelle de cette personne, de cet otage qui s'est suicidé. C'est très, très important de comprendre qu'il faut remettre les personnes de façon adéquate et à leur rythme. Chacun a son rythme, chacun a sa pathologie et il faut vraiment tailler un costume sur mesure à telle ou telle personne pour ne pas précipiter les choses ou au contraire
ralentir le processus chez quelqu'un qui est plus rapide à récupérer. Ah, c'est très intéressant et je veux revenir sur le premier élément dont vous avez parlé parce que on s'attendrait à la libération des otages rapidement à un débrief de la part d'un des services de sécurité pour prendre des renseignements sur les conditions de détention, pour essayer d'avoir d'autres renseignements sur les otages. Mais vous insistez sur le fait de la rapidité avec laquelle on met les otages en contact avec les familles, avec les mères, pour tout le soutien et l'accompagnement et le rétablissement psychologique. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr qu'en tant que en tant que militaire ou en tant que service de renseignement, c'est très important de récupérer le maximum de renseignements. Mais il faut comprendre que la personne sera plus à même également de parler et de discuter quand elle sera mise en confiance. Elle sera reposée du point de vue psychologique et elle pourra transmettre ces informations. Et je ne crois pas qu'on ait peur ou que ces informations soient dispersés par les familles. Je crois on a confiance aux familles qui les soutiennent, et qui les ont soutenus pendant tellement de temps. Alors, à travers l'accord et la libération de ces premiers otages, quels sont selon vous les changements qui pourraient advenir dans la gestion de de cette, question des otages avec des ravisseurs à quels, Israël est malheureusement souvent confronté? Alors, je ne crois pas que ça soit un tournant. Je crois que c'est une pause tactique. Israël avait et a toujours dans les buts de la guerre la libération de tous les otages et également la destruction du Hamas. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Israël ne peut plus se permettre d'avoir une entité terroriste, que ce soit au nord ou au sud ou à n'importe quel endroit. Israël a compris ça après le 7 octobre. Nous avons laissé le Hamas se développer et ça a été une erreur. Nous l'avons compris. Nous avons tous fait cette erreur et je crois qu'on a compris qu'il n'y aura pas. Il faut être très ferme sur ça vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis de la population gazaoui et vis-à-vis de l'opinion publique extérieure. Nous ne laisserons pas une entité terroriste à nos frontières. Et je crois que cette libération est en fait inscrite dans les buts de la guerre, c'est-à-dire nous voulons atteindre le but qui est la libération de tous les otages. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien, mais j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous analysez le contraste entre, les scènes de joie qu'on a vues parmi les Palestiniens, de Gaza et les critiques à l'échelle internationale contre Israël, accusé, d'affamer cette population, voire de commettre un génocide? Comment on peut comprendre ces images? Le comprendre, on ne peut pas le comprendre, mais je crois qu'il faut utiliser ces images pour montrer à l'opinion publique internationale que ce n'est pas une population ni génocidée, ni affamée, ni en désastre humanitaire qui peut se permettre de manifester comme on l'a vu hier, d'avoir des véhicules, d'avoir des armes, d'avoir des uniformes, d'avoir une population où on voit des enfants de 15, 16 ans manifester, hurler et attaquer. Et on peut voir également leur soutien encore au Hamas. Je crois qu'il faut utiliser au contraire ces scènes et montrer à l'opinion publique qu'ils font faux, faux pas, ils ont une mauvaise vision de ce qui se passe actuellement à Gaza. Et en ce moment, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de massacre, il y a une population qui est endoctrinée par une organisation terroriste qu'il faut éliminer également pour sauver cette population. C'est parfait. Merci beaucoup Éric Seton pour, vos réponses et votre expertise. Merci d'avoir été avec nous sur Tandem TV. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Jérôme.